Donc, pour les contaminants d'intérêt émergent, il faut faire la différence avec contaminants émergents et contaminants d'intérêt émergent. C'est sûr qu'on dit plus facilement contaminants émergents et c'est ce qu'on va utiliser le plus couramment. Mais il y a quand même une différence entre les deux, puis c'est important de faire la différence. Donc, c'est clair qu'il y a des nouvelles molécules qui apparaissent, qui sont inventées par des chimistes dans des laboratoires. Et donc là, on va avoir un contaminant qui est nouveau. On a un contaminant émergent pour un nouveau pesticide, un nouveau plastique, une nouvelle molécule. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est nouveau. Par contre, dans les contaminants d'intérêt émergent, on pourrait avoir des choses qui ne sont pas nécessairement nouvelles, mais dont l'intérêt est nouveau. Et de là, la petite nuance avec contaminants d'intérêt émergent. Et des exemples clairs, c'est comme les hormones. Donc, il y a un nouvel intérêt pour les hormones dans notre environnement, dans l'eau, dans les rivières. Mais des hormones dans l'eau, il y en a depuis qu'il y a des villages qui étaient sur le bord de l'eau, même avec les hommes préhistoriques. Donc, ce n'est pas nouveau. D'autres exemples, tout ce qui est relié aux métaux. Donc, les problèmes de pollution avec les métaux et tout ce que ça peut engendrer, ce n'est pas nouveau parce qu'il y a toujours eu des métaux. Et des fois, ces molécules-là peuvent apparaître dans l'actualité, peuvent devenir inquiétantes. Et là, c'est vraiment une question de nouveau. L'autre exemple, c'est les cyanotoxines, sont produites par les cyanobactéries. Comme les cyanobactéries sont parmi les organismes vivants les plus anciens sur Terre, ce n'est pas nouveau. Par contre, la problématique telle qu'on la connaît avec tous les problèmes avec les éclosions d'algues, etc., ça, c'est nouveau. Donc, c'est vraiment là la différence, c'est entre une molécule qui est vraiment nouvelle et une problématique liée à la pollution qui est nouvelle. Il y a un intérêt qui est nouveau. D'autres exemples, c'est le plomb. On connaît bien le plomb, on est habitué au plomb. On pense que le problème était réglé, donc c'est une vieille molécule. Mais il y a parfois des nouveaux problèmes qui apparaissent parce qu'il y en a dans l'eau potable, parce qu'on est inquiet. Et donc, pour vraiment définir la différence en qu'est-ce qui est un contaminant d'intérêt émergent, ce que j'aime bien dire, c'est les molécules pour lesquelles on n'a pas toute l'information qu'on voudrait. Et donc, ce n'est plus un contaminant d'intérêt émergent. Si on sait comment gérer, il y a des critères de qualité, on connaît les critères, on sait quand est-ce que c'est toxique, quand est-ce que c'est pas toxique, on sait ce qu'il faut faire. Et les contaminants d'intérêt émergent, c'est parce qu'on est inquiet, on n'a pas toutes les données qu'on a besoin, on n'a pas tous des critères de qualité fiables pour déterminer si c'est dangereux ou pas pour l'environnement, pour nous, etc. Et donc, vraiment, l'élément clé, c'est le manque d'information pour bien comprendre qu'est-ce qui est un vrai enjeu. Et peut-être un des exemples qui est intéressant à citer, c'est aussi Rachel Carson, qui avait écrit son livre en 1962, Silent Spring. Et à ce moment-là, elle s'inquiétait de l'impact des pesticides. Et le titre du livre, qui était Printemps silencieux, évoquait le fait que l'utilisation abusive de pesticides avait éliminé les oiseaux. Donc, le printemps était silencieux parce qu'il n'y avait plus d'oiseaux, il y avait trop d'épandage de pesticides. Et donc, même si ça ne s'appelait pas des contaminants émergents à l'époque, c'était quand même une illustration d'une problématique nouvelle qui apparaissait, dans ce cas-ci, causée par les pesticides. Et dans ce sens-là, Rachel Carson a été une pionnière pour alerter à des effets non prévus de pollution. Si on reste au niveau des pesticides, il y a quand même une belle séquence, un bel exemple de qu'est-ce qui est l'espèce d'évolution continuelle et c'est clair que les contaminants émergents vont toujours être à l'actualité, ça évolue toujours. Si on remonte il y a un siècle à peu près, on utilisait l'arseniate de plomb pour traiter toutes sortes de problèmes dans les vergers, dans les champs. C'était assez efficace pour plusieurs maladies, plusieurs problèmes. Donc, on ne s'inquiétait pas trop du plomb à l'époque, mais on s'inquiétait de l'arsenic. L'arsenic est dans l'imaginaire des gens, a toujours été un souci. Et donc, à ce moment-là, on a eu la belle invention du DDT. Et donc, on a abandonné l'arseniate de plomb. On n'avait plus d'arsenic. On utilisait le DDT qu'on nous promettait beaucoup moins toxique, avec beaucoup moins d'impact. C'est le même DDT qui était coupable pour le printemps silencieux de Rachel Carson.
On a éventuellement réalisé que le DDT tuait les aigles, avait toutes sortes de problèmes, s'accumulaient dans l'environnement. C'était un problème pour les alligators, c'était un problème très, très, très large. On a transféré vers les organophosphorés, qui était la nouvelle gamme de molécules qui, elle, était moins toxique que le DDT, se bioaccumulait pas, jusqu'à ce qu'on réalise tous les impacts neurotoxiques, le problème de développement, tout ce qui était lié aux organophosphorés. On a transféré ensuite vers l'atrazine. L'atrazine était la nouvelle molécule qui n'avait pas tous les problèmes du DDT, de l'arsenic puis des organophosphorés, avec ensuite une certaine polémique entre ce qui se fait en Amérique du Nord, aux États-Unis, puis ce qui se fait en Europe. Ça a été banni en Europe, et même plus de 10 ans après que ce soit banni en France, il y a encore des rivières et des cours d'eau en milieu agricole où il y a des problèmes d'atrazine parce que tout le cumul de l'atrazine qui est dans les sols percole quand il y a des pluies et se ramasse dans les ruisseaux et continue de faire des problèmes, principalement dans ce cas-ci pour les amphibiens. Là, les amphibiens sont très, très, très sensibles à l'atrazine. Ensuite, on a évolué vers les néonicotinoïdes, qui étaient la nouvelle gamme de molécules qui était beaucoup plus efficace. Donc, on pouvait utiliser une plus petite quantité pour avoir un effet pour réduire les problèmes avec différents insectes ravageurs. Et ça, c'est les néonicotinoïdes, ceux qui sont dans l'enrobage autour des semences. Et là, le souci, c'est qu'on nous a convaincus que, pour les productions agricoles, il fallait systématiquement utiliser ça si on voulait que ça fonctionne bien. Et donc, on a généralisé l'usage des néonicotinoïdes. Dans ce cas-ci, avec un impact très significatif sur les abeilles et les pollinisateurs naturels, là, pas juste l'abeille domestique, mais toutes sortes d'abeilles et d'autres pollinisateurs. Et donc, on a commencé à restreindre et à bannir ça. On a transféré vers le glyphosate, qui était un herbicide apparemment miracle, qui se dégrade, il ne fait pas de problème, il n'est pas toxique. Mais là, il y a des poursuites de milliards pour des liens avec le cancer. Donc, on a une molécule qui a des liens vers le cancer. Et donc, là, en ce moment, on est déjà en train d'explorer l'industrie, les alternatives aux néonicotinoïdes et au glyphosate qui commencent à apparaître sur le marché. Et donc, les contaminants d'intérêt émergents de demain, parce que ça commence, on n'a pas beaucoup d'informations. Et malheureusement, souvent, dans ce cas-là, l'information qu'on a, c'est l'information qui est fournie par les producteurs. Et donc, clairement, ils ne sont pas complètement impartials. Donc, le producteur qui vend le produit, qui l'a développé, qui veut faire des millions avec ça, et c'est aussi celui qui fournit l'information et les documents de toxicologie et autres pour essayer d'évaluer dans quelle mesure ces molécules-là sont sécuritaires ou pas. Il faut qu'on réfléchisse comment on change notre façon de réglementer les nouveaux pesticides, les nouvelles molécules, les nouveaux produits chimiques. On est trop souvent en réaction, où donc il y a un peu d'information qui est fournie par les fabricants. On est probablement un peu laxiste à accepter cette utilisation basée sur les données qui nous sont fournies. Et malheureusement, on finit par être obligé de corriger une fois qu'il y a des impacts parce qu'on a tué les abeilles, parce qu'il y a des cancers, parce qu'on a tué les aigles, parce que nos ours polaires sont contaminés. Et donc, il faut qu'on réfléchisse à une meilleure façon d'être proactif dans l'évaluation de l'écotoxicologie, des critères de qualité, de la réglementation, avant d'accepter l'utilisation de nouvelles molécules. Il faut qu'on réfléchisse à notre système pour pas qu'on soit dans une éternelle course aux nouveaux contaminants émergents, trouver les impacts réglementés, puis avoir des nouveaux impacts. Essayons d'être plus proactifs pour bien départager avant d'en mettre à travers le globe, puis de voir les impacts des gens ou des animaux qui meurent.